Bienvenue à tous. Ça, c'est notre conversation nationale, présentation ici aujourd'hui. On a Mercer Killing qui vient d'Australie. Voilà, un grand bienvenue à vous, monsieur, qui c'est 6 heures le matin là-bas ou avant 6 heures le matin de nous joindre. Et ça fait partie de la conversation séminaire, webinaire, série de cette comité scientifique. Je ne veux pas faire toute une biographie à tout le monde déjà à voir ça. Je vais laisser le conférencier rentrer tout de suite dans la conversation. En ce qui a trait les dangers pyroconvectifs, si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans la boîte de clavardage, Monsieur Kellet. Merci beaucoup pour cette introduction, Edith. J'ai déjà pris quelques cafés, j'ai déjà bu quelques cafés à date. Je sais c'est le matin. Bon après-midi à tous. Temps de l'Est, notre temps ici à Montréal. Euh, voilà, on va regarder les diapositives et je pense, avec cette présentation ici, mon collègue, M. Wells, euh, ça va être juste moi, c'est pas M. Wells. Il était supposé d'être avec moi, mais il n'est pas ici. On va juste regarder maintenant aperçu, juste pour commencer, on donner un petit aperçu de ce qui est préparé. On va regarder en premier lieu les événements. Brève histoire de le sud-ouest de l'Australie. C'est vraiment les défis qu'on a eu de vraiment de mettre la concentration sur à Victoria en Australie. Et je pense que ça impliquait de vraiment éduquer les pompiers à Victoria de le risque des événements d'ouragan et des événements comme ça et les conditions qui existent de cette qui nous amène, si vous voulez, cette saison de 1920. Je vais donner un petit aperçu de donner une histoire de le sud-est de l'Australie. C'est où c'est localisé, pourquoi c'est important. On va parler aussi des incidents dominés par une panache et quels sont les facteurs de risque et les conséquences. Et après ça, on va parler du développement du paquet de pré-saisonniers et défis associés, ceux qu'on vient de développer par des différentes personnes. Et en terminant, on va avoir les enseignements et un résumé. On va faire un petit survol à la fin. Les enseignements clés, si vous voulez les résumer, donc avec le projet. Donc, je ne sais pas combien de vous ont déjà visité l'Australie, mais voilà un petit ici à Melbourne qu'il appelle le monsieur. D'une autre perspective, juste la langue, c'est où c'est localisé. C'est une des zones plus. Je vais vous donner les statistiques maintenant. Si vous êtes intéressé, à Victoria et 22 millions d'hectares pendant cet été de. Donc, sur une moyenne, on pourrait avoir 350 $ des hectares. C'est un pourcentage de cette région de terre à cause de tous les feux répandus, traînés de poudre des fois qu'ils appellent. Donc, avec le sud-est de l'Australie, a eu beaucoup des feux de la brouche qu'on appelle donc vendredi noir qu'il appelle, euh, aussi samedi noir, sept samedi noir aussi. Ça, c'est les fréquences de dommages semblent augmenter, confirmé, pas confirmé, le monsieur dit. Et aussi, on regarde aussi la grandeur de cette cercle-là. C'est des grands cercles ici qui représentent des feux qui ont détruit à peu près 2000 maisons, 2000 foyers dans les cercles. Et après ça, si on voit les cercles plus petits, c'est la destruction plus petite. La fréquence de ces événements des dommages semble augmenter.
Ça, c'est vraiment important, dit l'interlocuteur, et d'autres parties qui ont une similaire expérience. Beaucoup de ces événements-là, historiquement, euh, on a eu des décès aussi, malheureusement des pompiers qui étaient impliqués parmi ces décès-là. Et euh, faire attention, on, euh, on cherche aussi ce type de comportement, de voir qu'est-ce que ça pourrait nous aider. Et aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer de parler aussi. La discussion ici, c'est les principaux incendies de brousse dans le sud-est de, de ce comportement de traînée de poudre qu'il appelle. Et c'est pour que le peu Nimbus, que l'appelle, on va l'appeler le pyrocb. C'est un peu plus facile à dire pour comprendre ça. Pour les feux qui sont entamés par des tonnerres ou des nuages noirs, il dit une tempête de tonnerre. Donc, comment on va essayer de décrire les événements. Et jusqu'à aller et vous regardez maintenant la fréquence. Et ce qu'on voit ici à gauche, c'est la fréquence des dommages. Un des chercheurs, Jason Chapples, la fréquence des dommages semble augmenter. C'est une petite charte ici qu'on voit qui nous montre les fréquences des incendies intenses cumulatives dans le sud-est de l'Australie. Et vous pouvez voir ici, c'est une trajectoire vers le haut, en amont. Et une des autres raisons aussi que quand on parle de ce sujet-là, est plus une pointe de concentration, si vous voulez, euh, pour les CFA. Ça, c'est l'autorité australienne qui est responsable. Et les montants, les chiffres des montants qu'on avait fait, c'était voilà une année vraiment sec, si vous voulez, dans une période de sécheresse. On a eu beaucoup des événements pendant cette période de sécheresse. Le 2020, cette année précédente, après, il y avait une grande augmentation aussi, 30 points d'augmentation pas confirmés dans les événements de type de forêt, des incendies impliqués avec le forêt. Donc, c'est vraiment une grande augmentation, je dirais, il dit l'interlocuteur, à Victoria pour l'année 2020. Maintenant, voilà ici quelques citations ici. La panache est effondrée. Les conditions excusez-moi, de sécheresse et de canicule rendent prévisible la folie des incendies. Et donc, ce qui est allé vers leur idée. Donc, et beaucoup de personnes veulent dire leur histoire. Ici, en bas, comportement incendiaire insensé. Mais ça, c'est les citations qu'on voit ici. Ça, c'est l'apanage qu'on voit ici, dit le monsieur. C'est vraiment avoir une idée comment des personnes interprètent, leur propre interprétation de ce qu'ils disent. C'est-à-dire, on a ici la folie, on a l'apanage effondré, on a d'autres comportements d'incendiaires insensés, le mentionne. Et souvent, vous allez écouter des pompiers, cet effondrement, panache s'est effondré. La question, est-ce que ça c'est un compte précis de ce qui est vraiment arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui est précis de leur propre histoire des pompiers et de leur position là-bas? Est-ce qu'il y en a des histoires qui impliquent ou expliquent quelque chose qui a vraiment pris lieu ou c'est une imagination de leur propre communication? Ils peut-être sont pas sûrs de leur propre observation, peut-être ils essaient de quelque chose peut-être qu'ils ont vu, mais ça devient difficile de vérifier aussi certains événements quand on parle aux pompiers. Et donc, et après ça, l'autre côté de cette affaire-là,
On parle on parle toute le forêt de cet aspect-là. Le, le travail a commencé de faire les études avec George Barr 1940-1950, Eric McCall et des autres personnes. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont pris la relève d'expliquer cet effet et les signes, les indices en arrière de toutes les panaches. Et il y avait aussi une reconnaissance, une conscience à travers du temps. À Victoria, par exemple, une des rapports qui a défini beaucoup de choses a été Given Tolhurst. C'est un rapport qui a vraiment poussé les choses, récemment retraité. Euh, il a préparé le rapport en 1995, ce rapport ici. Non, non, l'événement était en 95 et le rapport a sorti quelques années plus tard. Il regardait cette feu-là, cet incendie commence à pousser et cette, si vous voulez, qu'il appelle cette sonnerie ou cet anneau de feu qu'il appelle donc. Et cette présentation a donné beaucoup de enseignements et il vraiment explique ça dans les conflits de problèmes, mais dans une manière plus simple. Et des fois, tous les pompiers font référence à ce document-là comme un instigateur, si vous voulez, de cette, des feux, les incendies de la brousse. Et donc, une chose là qu'on voit dans ce rapport, la manière que les résultats ont sorti, ont commencé et a vraiment poussé la formation. Aussi le concept des pompiers, la formation des concepts et la sécurité des pompiers aussi, et les recommandations qui ont sorti aussi par Kevin étaient de mettre un observateur. Ici, on voit qui fait partie de cette, voilà, avoir cette observation, de faire partie de cette gestion qu'il appelle des incidents en équipe. Donc, et le rôle de ça était de vraiment mettre en alerte les pompiers pour des éminents feux et ce qu'il appelle les downbursts, les explosions qui viennent vers le bas, c'est la panache en effet. Donc, il y avait certains pompiers qui ont perdu leur vie à cause de ce changement de vent. Le document par Kevin était vraiment important et les pompiers ont entamé à comprendre de comprendre cette feu-là. Malheureusement, il y avait la perte de vie et il y avait une enquête, une commission d'enquête pour cet événement aussi en Australie. Et ça nous a amené à des différents changements d'organisation dans l'autorité là qui est responsable pour les pompiers. Et donc, ça, à cause que la région était plus importante dans le temps, le travail qui a été fait par Kevin dans les recommandations, euh, donc, jusqu'à cause que, donc, je vais juste que, j'ai quelques photos ici. Euh, on a ici des poussées à gauche. On a une transition qu'on voit ici dans une étape porocumulus et poussé par cette feu-là. Ici, on a le terrain à gauche, le vent, transition de porocumulus et les conduites par le panache. Quand on parle des incendies de forêt dominés par le panache et les dangerosités, et de voir cette transition-là, vous ne pouvez pas avoir un incendie de la panache en transition en premier lieu. C'est-à-dire que une des choses plus importantes de tout ça est que, euh,
Chacun des incidents sont importants et dangereux en même temps, dépendant aussi sur la manière où vous vous trouviez, c'est-à-dire en ce qui a trait les feux. Donc, quand on parle de la pyrocumulus qu'on appelle, euh, on regarde la texture et cette partie en haut de cette panache-là qu'on voit. Mais ce sont des événements communs ici. Et même dans les forêts, avec une panache comme ça, souvent, cette pyrocumulus qui apparaît en haut de ça, c'est pas qu'il n'est pas forcément concerné, mais il appelle ça le monsieur un duvet de le panache qui est toujours là. L'interaction de cette atmosphère. Mais quand vous êtes peut-être au courant, les éléments de la pyrocumulus pourraient en grandir en grandeur et intensité et pourraient être plus actifs et devenir aussi poussés par le panache. Et normalement, c'est ça qu'on voit euh, quand cet aménagement est sèche et le terrain est vraiment difficile, il y a l'instabilité et aussi des petits animaux aussi qui permettent ce type d'événement de vraiment d'avoir une escalation dans le paysage. Et encore, il faut être au courant. Typiquement, il y a un comportement d'augmentation à cause de cette intention, euh, euh, changement aussi dans direction aussi, qui pourrait changer aussi. Encore aussi des potentielles explosions qui pourraient prendre lieu. Et ce que je dis aussi, c'est de chacun de ces incendies, 90%, mais pour une panache d'avoir un événement comme ça, il y en a des critères scientifiques qui devraient prendre lieu. Donc, il parle d'une rafale décédente. Aussi, des températures devraient être à 40 degrés. Aussi, un indicateur qui pourrait être là aussi est important. Mais les descriptions scientifiques aussi sont là et aussi l'éclairage est un autre indice. Euh, Toutes ces classifications-là qui sont faites par des scientifiques, aussi l'aérosol, cet élargissement d'aérosol, n'est pas vraiment par des scientifiques, cet aérosol va s'étaler. Et quand on parle sur la ligne de l'incendie, ou une communauté qui est dans le chemin de cette feu-là, est-ce que cette feu-là va nous impacter, cette traînée de poudre qu'il appelle? Donc, probablement, il y en a beaucoup de feux euh, qui ont pris lieu, mais ne arrivent pas à ce niveau de critères stricts qui tombent dedans. Laisse-moi vous donner un exemple de tout ça, mais de ce que est-ce que cette pourrait causer des dommages à nous? Ça, c'est une question à poser. Et une autre chose qui est importante, c'est le message. Le message à passer, le potentiel de ce type d'événement, c'est pas si c'est pas cet événement a pris lieu, mais c'est le potentiel qui est important. Mais en même temps, on ne sait pas assez ce type d'événement, ça c'est clair, au moins avant cette feu de 1925. On sait un peu plus, mais pas assez. On sait qu'il y a très ce type d'incendie, de forêt dominée par le panache. Quelque chose à penser aussi. Et, et oui, ici, on regarde le pré-saison, il y a un magazine, un journal de la brigade d'aviation, papier numérique, que de notre point de vue, la chose importante de voir cette saison de 1995,
Et, de cet point de vue de la sécheresse, les températures, euh, la canicule, peut-être se passer dans une période de sécheresse. C'est pas une chose tout le temps négative, il dit, mais on regarde euh, plutôt que plus tard, on a reconnu la période significative dans le Victoria, sud-est d'Australie aussi, et c'était communiqué et on avait demandé après ça de développer des matériels pour notre pré-saison. Et on les voit ici pour les forfaits de formation. C'est des séances de formation de vidéo et en face à face, dit le monsieur. C'est le compte rendu de 2019-2020. Aussi les panaches qui sont dominés par des feux de brousse, qu'ils l'appellent, et donc de mettre en pratique et où les pompiers pourront le, le partie importante de cette concentration de saisonniers que je viens de énoncer est parler qu'on fournisse à notre pompier l'information. C'est un grand forfait. C'est un grand forfait, c'est pas juste quelques pages, par exemple. C'est un grand document qui a aussi d'autres messages de notre message qui passe par notre cadre plus senior, si vous voulez, les gestionnaires plus seniors, plus supérieurs. Choses comme de comment on pourrait éviter des blessures quand on sort et on rentre des camions de feu, les autres hasards aussi, les autres aussi sujets de santé, sécurité, euh, et toutes les choses qui appartiennent avec l'information de gérer aussi la fatigue, information de la hydration de la personne. Et c'est important, ce sont des choses simples mais importantes. Un, c'est la hydratation. Et il faut tout le temps peut-être faire un petit rappel parce que c'est des choses simples qu'on ne faut pas oublier, mais on pourrait être blessé avec des petites choses comme ça si on va les oublier. Donc, on était demandé d'avoir fourni peut-être des choses complexes au centre de tous les petits messages et peut-être simples qu'on veut. Donc, ce qu'on veut faire et assurer, c'est de faire en sorte que notre matériel était bref, au point, précis, et donc comme ça, le message pourrait être livré avec précision. On a travaillé avec le centre des gestionnaires. On a travaillé aussi également avec le bureau de météorologie en Australie et les personnels à l'intérieur des agences impliquées. Donc, de faire en sorte que tout ce qu'on avait donné était précis et présenté dans une manière pour comme ça, tous les, pas beaucoup, mais tous les pompiers pourraient comprendre ce jargon-là, ce qu'on voulait passer comme message. Donc, une simplicité. Une des choses qu'un des personnels qui a travaillé sur ça, on a fait une petite feuille de aide-mémoire des faits, si vous voulez. Et donc, de le mettre aussi avec d'autres médias aussi, médias sociaux. Ça, c'est des feuilles de faits, de faits, en effet, à travers d'un journal, papier, numérique, PowerPoint, diapositives, les comptes rendus qui ont été donnés aussi. Donc, il y avait une kyrielle, si vous voulez, beaucoup de choses qu'on est allé à travers euh, avec notre interaction avec le CFA, l'autorité australienne, et aussi différentes formes qu'on devrait communiquer. Et une des premières choses était autour de la terminologie. Ce qu'on avait vraiment utilisé, la représentation. euh, euh, donc, est-ce qu'il y a une bonne manière de faire ça ou est-ce qu'il y a un terme qui est peut-être plus efficace que d'autres termes? Donc,
Vraiment, on a eu des épreuves de trouver la bonne terminologie, d'avoir une colonne qui était une colonne qu'on appelle intelligente et simple. Et la question était, est-ce que les pompiers connaissent la différence entre les différentes terminologies? Ça, c'est la question. Et quand on parle à une gamme de personnes différentes, il y a un accord universel, si vous voulez. Euh, peut- Peut-être le bureau pourrait avoir la meilleure opinion et peut-être qu'ils ont eu pas la confiance en nous dans le temps. Il n'y avait pas un accord entre les différents ressorts. Et même en Victoria, les différentes juridictions, c'est quoi le bon terminologie. Donc, on a décidé d'utiliser une, euh, une feu de brosse qui est dominée par la panache, garder quelque chose qui est cohérent, le langage simple, et comme ça, la terminologie restait tout le temps cohérente à travers des différents médias et essayer de vraiment garder les choses simples. Maintenant, les défis. Les défis pour la pré-saison, on les voit ici. Un des défis était la terminologie et message simple. Un risque parmi d'autres, une compréhension scientifique insuffisante. Ça, c'est les trois choses que vous voyez sur votre écran. Pour le message d'être compris, et donc, typiquement, si le message est simple et court, donc ça donne l'impression que ça fonctionne mieux. Mais on a eu des épreuves aussi avec le fait que un feu un feu est vraiment complexe, n'importe quel feu. Et si vous allez simplifier le message trop, est-ce que ça peut-être va perdre son valeur et sa significance, sa importance? Et ça, il faut faire attention aussi à ça aussi. Et j'essaie de le garder simple, mais en même temps de le garder, de tabler sur tous les manuels de pompiers, de ne pas introduire quelque chose de nouveau qui est trop définitivement, définitivement on n'introduit pas la nouvelle terminologie parce que les pompiers peut-être ne le comprennent pas. Donc garder ça les procédures du manuel habituel et de vraiment tabler sur les procédures existantes. La raison pour ça, c'est de ne pas vraiment chambouler tout le monde. Et comme j'avais dit auparavant, euh, une des feux de panache, c'est un des plusieurs hasards que les pompiers devraient traiter avec. Ce qui était vraiment difficile pour nous, c'est de vraiment garder cet équilibre. Euh, les pompiers, il y avait beaucoup des hasards que les pompiers font face à. On n'était pas sûr que celui-ci ici était vraiment important comparé des autres hasards qui sont là pendant un feu ou en attendant un feu. Donc, on ne veut pas vraiment miner ou mettre trop d'importance sur l'importance sur le comportement d'une feu de panache, mais on n'a même pas une mesure d'objectif de l'importance des autres hasards. Donc, on n'a pas cette mensuration, une mesure pour ça. Donc, ça vraiment, c'est de rentrer sur le camion et sortir un camion, embarquer et débarquer sur un camion. Et c'est important, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, on essaie de vraiment tacler ces choses-là, des choses simples. On n'a même pas aussi une compréhension complète et uniforme scientifique comment les feux se développent. Donc, en même temps, on essaie d'avoir ça précis, simple, et c'est tout. Donc, ici, on a un risque parmi d'autres. La citation se lit comme telle. Si vous le faites aussi, assez souvent, vous finirez par vous y habituer. Donc, d'à côté du forêt, et dans cette zone-là, à Victoria, avant, il y avait d'autres noms dans la sylviculture qu'ils l'appellent, l'organisme de gestion de forêt sylviculture en Australie.
les eaux et forêts, il appelle ça des fois, mais ça a changé. C'est une excellente citation pour nous. Et ça a profilé pendant les discussions, euh, euh, la présentation et de trouver et de faire attention aux équipes, surtout quand il y a une feu de la panache qui est dominée par la panache. Cet officier d'opération pense que des personnes, il pense que des personnes à une répétition et rappel des messages qui sont exposés. Mais la question, comment vous pouvez être préparé pour un événement qui n'est pas autant fréquent? Quelque chose qui est fréquent, il dit que les pompiers ont un bon rappel de ça. Mais comment vous préparez avec des événements qui ne sont pas fréquents? Ça, c'est la question que l'interlocuteur pose ici devant nous. Euh, L'autre chose importante aussi de cette opération, cet agent-là d'officier, il a vraiment noté un excellent récit de la situation, les équipes et aussi sur l'égide d'un feu de l'Appalache. Il était en construction d'une ligne de contrôle 100 mètres en arrière de cette limite de forêt. Donc, il a utilisé. Oh, il a changé. Et voilà, on est là. Il a utilisé une niveleuse qu'il appelle un grader. Il parle sur un espace de 5 km avec les opérations de communication de radio. Donc, le feu était à peu près 1 km dans les forêts, et les équipes travaillaient dans une vallée avec une rivière qui était euh, pas mal peu profond, qu'il dit, donc bas fond. Donc il avait concerné que si la colonne avait brisé, donc il a donné le compte rendu à tout le monde s'il y a des répercussions, si le vent tombe, s'il y avait des petits pluies ou des petites places des feux ici et là. Il n'était pas là de demander des questions sur la radio, mais d'aller directement aux rivières et, et rester là jusqu'au aviser contrairement. Donc, cette opération, cet agent d'opération en particulier, peut-être vous le connaissez déjà, et on prend d'une repère d'une incendie ici. Ces perceptions, c'est pas quelque chose qui n'est pas commun parmi les agents qui sont chevronnés ou expérimentés. Euh, en général, si, excusez-moi, si vous faites beaucoup de travail dans un environnement précisé et en particulier, vous allez apprendre des choses importantes où vous devriez mettre votre concentration, le focus. Encore, on ne sait pas si c'est vrai ou non, cette chose-là ici qu'on voit, et surtout en relation des feux du panache, de la panache. Quand on a des événements comme ça, encore, c'est quoi la meilleure manière d'apprendre, d'être enseigné comme un pompier sur ce type de feu? Et ce gars-là, en particulier, était d'avis que cette exposition répétée était une excellente manière de comprendre ce type de feu de panache. Donc, plus d'exposition, plus d'expérience. Plus exposé, plus d'expérience. Maintenant, on va parler sur les défis ici. Certains défis qu'on voit ici pour vraiment faire cette. Donc, en Victoria, nous sommes un peu chanceux. Et ici, on regarde les pronostiquer des choses et prévoir. Euh, on a un répertoire, si vous voulez, de bureau de météorologie. Donc, un chercheur qui a fait ses études ici.
Victoria. Donc, il travaille avec des agences à travers de l'Australie il y a 4 ou 5 ans, peut-être plus tard, de aider et essayer de trouver, de voir la pronostication, de pronostiquer, de diagnostiquer, si vous voulez, pronostic et la prévision de trouver ce type d'événement. Donc, à gauche, on essaie d'illustrer ça, le feu à gauche, cette image en couleur. Euh, et ça, c'est les modèles. Et à droite, ici, on voit ici, euh, c'est poussé aussi, cette feuille est poussée par la panache. Donc, c'est vraiment une manière de comprendre, si vous voulez, quand le modèle fonctionne, quand ça ne fonctionne pas, c'est le modèle de météorologie qu'on met dans l'ordi, c'est un facteur qui va affecter la performance de ce modèle et, et c'est vraiment de vraiment vivre avec une confiance, cette confiance de ce modèle-là. Et nous sommes chanceux, assez chanceux. Et on a beaucoup de centres de contrôle. Il était avec nous dans les centres de contrôle pour nous éduquer, pour nous montrer comment ça fonctionne le modèle et de demander plus de questions en ce qui a trait à ce modèle-là quand il était là. Donc, on a été chanceux, dit le monsieur. Euh, et avoir lu certains de son travail, euh, et le modèle, c'est bien aligné, ce type de modélage. Pour les événements, il y avait des événements qui ont pris lieu et c'est excellent de voir qu'on a pris certaines informations, mais le modèle n'a pas tout le temps travaillé, par exemple. Et c'était difficile si c'était une erreur de modèle, un modèle de prévision ou une combinaison des deux. Et donc, une manière ou l'autre, euh, c'est excellent de travailler à côté de M. Torrey et c'est vraiment difficile. Euh, si, je ne sais pas si vous avez eu des observations directes. Nous sommes un peu limités. On fait 11 heures le matin à 11 heures le soir, mais pas plus que ça. Et les informations sont libérées un peu plus tard l'après-midi. Et quand on analyse les événements, on table sur les données de prévision, si vous voulez, on dépend sur ça. Et donc, et l'environnement atmosphérique aussi. Et donc, à Victoria, pendant les derniers 4 5 ans aussi, on explore maintenant notre propre capacité et aussi la recherche à l'interne de ce qu'on pourrait faire aussi à cet espace observationnel. On explore aussi des options de libérer des ballons, si vous voulez, avec le hélium. Donc, surtout pendant des événements de feu de brousse. À New South Wales aussi, il y avait aussi des grands feux dans 2020. Donc, ils ont introduit aussi cette capacité avec les ballons de l'hélium est vraiment utile à New South Wales, au sud de Wales. Donc, pour aussi les feux urbains aussi. Et pendant cette saison de 1995, de vraiment comprendre pour faire les prévisions et les observations. À Victoria, par exemple, il y a beaucoup de réglementations pour lancer les grands ballons de hélium. Et donc, ça, c'est la raison qu'on avait choisi les petits ballons d'hélium pour éviter tous les, pas tout, mais au moins la plupart des règlements. À cause de ça, ça a donné l'impression, c'était une excellente option d'aller avec le petit ballon, de traquer et de, au moins comme une utile de recherche. Et, donc, en termes de, encore, ceux qui ont essayé de faire ici le modélage qu'il appelle, et aussi de libération des ballons en hélium, ça implique
euh, des événements qui donnent l'information. Et comme j'avais mentionné auparavant pendant la présentation, la question implique vraiment, est-ce que c'est important si c'est un événement de PRSB ou c'est plus important peut-être, est-ce que c'est le feu qui a le potentiel de vraiment causer et endommager et vraiment envahir tout ce territoire-là et vraiment avoir l'invasion, il dit, intrusion. Une des choses qui était là en 95, c'était une classification de B, euh, le UN 26, qui a voyagé à peu près 9 km de moins dans une période de moins que 24 heures. Donc, c'était pendant le jour et le soir, ça n'a jamais été classifié, jamais de classement comme un événement de PRSCB qu'il appelle, avec les chercheurs. Mais vraiment, c'était un feu destructif à ça, des décès, euh, et, mais non classifiés, comme FRCB qu'il appelle. Donc, on soulève la question encore, même une autre fois. C'est quoi qui est important en termes de communiquer ce type d'événements, des incidents? Mais le feu ici à droite, encore, si vous l'avez écouté, Mick de qui a un chercheur qui est incrusté dans le CFA et maintenant enchâssé dans cet organisme, d'essayer de vraiment détecter les panaches, si vous voulez, et aussi de surveiller les événements vifs, les feux, en utilisant d'autres technologies, incluant le radar, nous donne vraiment une expérience de première main et une histoire, qu'est-ce que les feux pourront faire. Et ça a été utilisé dans les opérations. Donc, ça donne un récit de première ligne, si vous voulez. Et une manière, ça a aidé aussi de faire des décisions et si on devrait vraiment retirer les équipes sur la ligne de feu ou les laisser là. Tout le temps, il y a des choses qui sont pas certes. Il y a d'incertitudes qui est là. Ça, c'est clair. Le recherche a donné beaucoup de perspicacité, si vous voulez, et positive, mais ça soulève la question des positions. Est-ce que c'était une bonne décision? Oh, c'était par hasard, aléatoirement. Ou par hasard qu'on a tiré les pompiers de la ligne là ou les gardé là. Le fait que peut-être cette panache de feu peut-être ne peut pas se répandre. Donc, utile d'éduquer, d'avoir si vous voulez, des décisions avec conjecture, si vous voulez dire le monsieur, de devenir ça, mais une éducation, devenir avec un peu d'éducation, une supposition éducative, et de mieux comprendre le bon infrastructure qui est là, euh, la bonne gouvernance, aussi le bon véhicule d'être là dans les agences et de comprendre ce type d'événement. Ici, ça c'est l'enseignement est résumé. Et aussi, on parle des pompiers qui s'intéressent à partager leurs fiches d'information. Moi, ici, on a trouvé difficile d'engager, on communiquait avec notre message pour cet forfait saisonnier. Et ça fait cette campagne-là de pré-saison qui a été initiée. On ne sait pas aussi également s'il y avait des pompiers là, ont pris note de ce qu'on avait dit, ou combien ont pris note de ce qu'on avait livré là, si ils ont pris des actions après, de faire en sorte de diminuer le risque d'exposition. Donc, et de parler de cette risque d'exposition en parlant avec les pompiers aussi et les gérants du plancher à travers des dernières années, c'est qu'une des choses qu'on avait pris à vie, qu'il y a beaucoup plus, et on ne sait pas s'il y a une corrélation directe avec ça, mais
une des choses qu'on avait pris à vie, c'est beaucoup de personnes prennent des photos, des vidéos et ils les partagent. Plus d'engagement. Il y a aussi des observateurs d'air aussi. Nous sommes constamment engagés avec ces personnes-là, plus librement que comparé à le passé. Et les photos qu'ils pourraient prendre et nous amener aussi à travers d'un disque de comportement qu'on appelle de feu. On a dit, écoute, prends des photos, que ça, en approchant le feu, comme ça, peut-être vous allez voir la panache. Beaucoup de photos qui reviennent, même des petits feux, sont des photos de cette panache-là. Et ils sont encore 10 km loin de cette panache, 20 km. Et ils prennent le photo puis ils envoient ça. Et c'était vraiment utile. Il y a de valeur là, certaines places, de voir exactement c'est quoi le potentiel de cette feu-là. À travers les dernières 3 saisons, par exemple, on a été euh, en la niñez à Victoria. Donc, pas beaucoup plus d'opportunités à vraiment avoir cette exposition-là, d'être exposé à ça, au danger. Et après ça, le partage des photos et les vidéos et les communications était vraiment positif pour nous. Il aurait été aussi l'intérêt majoré dans la communauté de recherche euh, et quand les chercheurs du bureau de météorologie, par exemple, les universités, font leur propre travail sur ce type de domaine ou zone, et ça nous amène à des avances. Les modules d'apprentissage qu'on va créer à l'intérieur de ces agences de feu, d'incendie, et avoir une compréhension plus complète scientifique, être plus consciente aussi, dit le monsieur. Et je pense de travailler directement avec les chercheurs du bureau de météorologie. Euh, Est-ce est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a de valeur là? Nous d'apprendre et eux, et d'être capable de communiquer certains messages. Donc, une des choses plus importantes qu'on avait vues la dernière année était l'importance de la pré-saison. Le message de pré-saison, très important. Euh, euh, Avant 1990, pas beaucoup de messages, ce que la saison pourrait nous amener, pas beaucoup d'informations, peut-être 5 minutes ou 2 minutes. Mais maintenant, ce qu'on observe à chaque mensuellement ou à chaque 2 mois, bimensuel, c'est des réunions, le message des chefs en ce qui a trait la saison. Ça va donner quoi, le feu de brousse, cette saison de feu de brousse, la communication, la saison d'incendie aussi, hein, normal, pas juste feu de brousse. Et ça tient quoi exactement cette saison d'incendie? Je pense qu'on avait communiqué à travers de notre chef les indicateurs pour 2023, 2024. Et donc, tout ça qui est similaire, si vous voulez. Donc, c'est fantastique. De notre rétroaction qu'on a eue, limitée à ça, et beaucoup de plateformes qui ont été allées à travers, la rétroaction qu'on a eue, c'était euh, positif, beaucoup d'engagement de la communauté et il y a d'autres personnes, d'autres manières à vraiment partager et fournir ce type d'informations à différentes personnes. Mais on a trouvé que cette feuille de fait, cette feuille de aide-mémoire, si vous voulez, a vraiment aidé. Que ça de fournir des rapports aussi, de la littérature scientifique aussi, n'a pas fonctionné autant que ça.
peut-être à cause des limitations de temps, des bénévoles, du personnel. Dans notre cas, on a trouvé que les feuilles de aide et mémoire ont bien fonctionné. On ne sait pas combien ça a bien fonctionné, le média ou les vidéos. Ça, on n'a pas beaucoup de rétractions sur ça. En ce qui a trait les comptes rendus des districts, c'était bien reçu. Différents districts, de prendre 5-10 minutes de parler de ces hasards-là. Certains personnels du district étaient bien reçus. J'ai apprécié le fait quand on parlait des risques et des dangers. Et certains résultats de ce type d'initiative, les brigades aussi étaient intéressées aussi, de certaines brigades qui étaient là, qui ont des pompiers là, ça c'est clair, et de parler aussi des risques, des dangers, et eux, la brigade, de demander des questions directement à nous, quelque chose qui pourrait euh, sortir de ça. Vraiment difficile pour nous parce qu'on ne comprend pas pleinement le côté scientifique à date, mais on pense que c'était vraiment important comme enseignement et projet. Et donc, une très important et vraiment significative était la recherche collaborative et de comprendre, ça c'est la recherche collaborative pour comprendre et avoir des chercheurs incrustés, enchâssés avec des agences de forêt, des agences d'incendie et vraiment dans le système, on a trouvé que ça pourrait être vraiment utile. Et aussi, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de recherches en ce qui a trait pas juste ce sujet-là, mais d'autres sujets. Et typiquement, quand la recherche est faite en isolation, il n'y a pas beaucoup d'engagement là. Au moins, on ne connaît pas les agences d'incendie, ce type de recherche n'a pas beaucoup de contributions ou ça ne va pas loin sur le chemin. Et donc, c'était un enseignement pour nous aussi, une réduction, si vous voulez, qui nous avait montré ça, donc un type de savoir. Et c'est de vraiment partager, vraiment travailler ensemble en collaboratif avec les chercheurs, de ne pas exclure, faire l'exclusion de ces chercheurs-là. Donc, c'est important, tout le travail qui a été fait. Comme ça, ces chercheurs-là sont inclus, ou ces chercheuses. Donc, et de les lier aussi dans notre agence et notre pratique d'agence. Et de juste renchérir un peu, les recherches, c'est vraiment important. Mais de travailler avec la collaboration de tout le monde et d'avoir cette forfait de saisonnier, travailler avec l'équipe de gestion et on avait spécialisé aussi, parlé avec l'équipe de formation, l'équipe d'opération, et plus qui sont plus directement liés avec les pompiers, travailler avec notre personne de prévision, notre de prognostic de cette équipe-là. Donc, un effort collaboratif en tout inclus, mais peut-être on ne comprend pas ou apprécie tous les enseignements qu'on avait pris. Mais un des messages de prendre avec nous, une des éruditions si vous voulez, de venir tous ensemble parce que vous êtes tous au courant que les problèmes de feu sont des grands problèmes. Pour chaque personne, chaque agent, chaque personne euh, ne, euh, ne peut pas vraiment répondre à toutes les questions qui vont sortir d'un incendie. Donc, si on travaille ensemble, on pourrait accomplir plus de choses et avoir des résultats sur les sujets en main. Voilà, c'est la dernière. Voilà, merci beaucoup. Voilà ici M.Kilnick, CFA et Gouv Australie. À Heather maintenant, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, ça. J'ai apprécié cette perspicacité. Vous venez de parler en ce qui a trait la communication des choses techniques aux pompiers. C'est une côté intéressante. On a eu une question dans le chat, par exemple. Kelsey est ici en premier lieu. Elle dit bonjour. Bonjour, Kelsey. Et on a eu une question dans le chat. Êtes-vous capable de pyro-CV avec les radars ou d'autres équipements ou c'est à travers de l'observation seulement et des vidéos? Ils sont curieux de ce quoi qui définit confirmé, non confirmé, comme vous venez de mentionner ici. C'est quoi qui va donner la définition à ça? Oui, c'est les scientifiques qui sont employés. C'est les meilleures personnes de demander cette question de PyroCB, ce qui est confirmé, non confirmé. Il y a certains critères pour faire l'évaluation de certains événements qui ne tablent pas sur les pompiers. Ça, c'est un facteur de valider. Le radar, aussi les signatures de radar, peut-être c'est la meilleure manière, mais euh, si je pense que c'est les scientifiques qui ont votre réponse que vous venez de poser, pas moi. Merci. Bonjour Moussa, excellent de vous revoir. Bonjour à tout le monde. J'ai une question concernant les matériels en ce qui a trait les formations où je suis maintenant. Vous avez pris un peu de temps de vraiment simplifier cette chose scientifique que tout le monde pourrait comprendre. Avez-vous des indices? Vous pouvez partager ce que vous avez fait et comme ça, on pourrait tous avoir un avantage avec notre programme de euh, formation. Absolument. Plus qu'heureux de partager ce qu'on vient de produire ici en Australie en termes de les matériels disponibles, les feuilles de aide-mémoire, les documents, tout qui est là. Écoute, la documentation est là pour vous aussi. C'est peut-être une question qui donne l'impression que c'est simple mais difficile en même temps. Pas sûr, pas sûr de répondre à cette question-là, mais ce qu'on avait trouvé, c'est que on a parlé à beaucoup de personnes, différentes personnes qui ont eu des similaires opinions, mais en même temps des opinions diverses et différentes. Et je pense qu'on traite avec un groupe vraiment divers, vraiment élargi, il faut vraiment aller penser un peu qu'est-ce qui pourrait arriver pour un groupe ne fonctionne pas pour un autre groupe. Ça, c'est un des plus grands résultats ou vraiment enseignements qu'on a eu nous-mêmes. Ceux qui travaillent pour de différents groupes ne fonctionnent pas pour d'autres. Victoria, on a aussi des pompiers bénévoles, d'autres pompiers qui sont rémunérés. Peut-être c'est de personnes comprennent des choses différentes. De donner aussi un peu de contenu dans différentes manières. C'est une excellente manière d'avoir cette approche-là. Pour notre bénévole, je pense euh, un groupe, c'est vraiment d'avoir vraiment des messages clairs, des choses simples, des choses qu'ils devraient vraiment peut-être payer attention au lieu de rentrer dans des détails spécifiques ou détails scientifiques. Je pense que ça, c'est les deux agences qui font, les deux choses qui, ça, c'est les deux, ça, c'est la chose qui donne la différence entre les deux agences en Victoria. Mais difficile question. Mais une excellente question. Je pense que ce que vient de donner, c'est génial. Et j'attends avec, de regarder à votre. Je ne vois pas d'autres personnes avec ça. Nous attendons. Ce que je veux dire, j'ai apprécié le fait que c'est le matin là-bas. Donc, j'ai apprécié cette fait-là que vous avez levé le matin tôt, de nous joindre de l'Australie, vraiment tôt le matin et de travailler avec nous ici. Je sais qu'il y a beaucoup de excellentes recherches qui se passent là-bas et aussi mettre en exergue le CFA, le travail qu'ils font là, cette agence-là, et d'avoir certains chercheurs ou chercheuses
dans l'organisme et comment on pourrait connecter en ce qui a trait la mobilisation, l'échange de apprentissage et de vraiment avoir cet échange-là. Excellent travail là-bas. Donc, c'est ça. Sarah, on a une excellente pour parler à cet congrès du Environnement Canada, un de modèles avec le CFA et quelques chercheurs à bord et les modèles que M. Klingik a parlé. Laisse-moi vous dire, si vous voulez m'envoyer certains documents, je suis plus que heureuse d'envoyer des PDF à des personnes qui ont été présentes ici s'ils ils sont intéressés à ça. Et peut-être ça pourrait être avantageux d'avoir cette connectivité de cette discussion aujourd'hui. Et plus que heureuse, et aussi en même temps, M. Moussa, pour les documents, je suis sûr que les personnes sont positives et heureuses de recevoir ce document-là, documentation. Et voilà, oui, s'il vous plaît, il y a un autre. Donc, merci beaucoup à tous et à vous d'avoir présenté. Je vais juste arrêter l'enregistrement.